Pendant 4 jours en septembre 1971, une prison de haute sécurité près de la frontière canadienne, à New York, a cessé de fonctionner comme une prison. À la place, elle est devenue le théâtre d'une confrontation tendue qui a abouti à l'un des massacres les plus sanglants en une seule journée entre Américains depuis la guerre de sécession. Aujourd'hui, nous allons donc examiner comment l'émeute de la prison d'Attica est devenue la pire émeute carcérale de l'histoire des États-Unis. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne Weird History et dites en commentaire quelles autres histoires de prison vous souhaitez entendre. D'accord, j'espère que vous avez votre poster de Rita Hayworth et votre marteau de géologue car on va en prison. Le centre correctionnel d'Attica a été construit en 1931 en réponse directe aux émeutes qui avaient éclaté dans d'autres prisons de New York seulement 2 ans plus tôt. Selon l'État, la solution n'était pas la réforme, mais le renforcement des fortifications. L'établissement était conçu pour accueillir environ 1600 détenus, mais à la fin des années 1960 et au début des années 1970, il en hébergeait régulièrement plus de 2200. Ainsi, les blocs étaient empilés et compressés, avec des couloirs étroits et une mauvaise ventilation. Et même si les cellules étaient en si petites que 2 hommes adultes pouvaient à peine bouger à l'intérieur, le placement de 2 détenus par cellule était courant en raison de la surpopulation. Au moment de l'émeute, Attica était devenu un lieu où l'on entassait les habitants les plus pauvres de New York. Environ les 2/3 de la population carcérale étaient en raie noire ou hispanique, tandis que presque tous les gardiens étaient des blancs. Beaucoup venaient de communautés rurales du nord de l'État qui méprisaient ouvertement les hommes dont ils avaient la charge. Et la vie à l'intérieur d'Attica était délibérément punitive. La nourriture était minimale et souvent avariée. Les soins médicaux étaient tristement insuffisants. Les détenus décrivaient régulièrement des infections non traitées, des médicaments refusés et des médecins qui agissaient plus comme des filtres que comme des soignants. Le courrier était censuré tandis que les lectures étaient moins limitées. Les visites se faisaient à travers d'épaisses grilles et les gardiens étaient sous-formés, souvent abusifs et soutenus par un système disciplinaire qui encourageait autant l'humiliation que le contrôle. En d'autres termes, Attica n'était pas vraiment un endroit destiné à réhabiliter. C'était un endroit fait pour briser les gens. Et c'est ce qu'elle faisait, lentement, méthodiquement et constamment. Le 8 septembre 1971, une bagarre a éclaté entre 2 détenus dans une unité appelée la 5e compagnie. Les gardiens sont intervenus et l'ont arrêté, ce qui aurait dû être la fin de l'histoire. Mais même si un détenu était déjà parti, l'officier, le lieutenant Richard Maroney, a été frappé lorsqu'il a exigé que l'autre détenu retourne dans sa cellule. L'altercation a dégénéré, d'autres détenus et gardiens sont intervenus, ce qui a entraîné un nouveau coup porté à Maroney. Un autre lieutenant, Robert Curtis, a réussi à mettre fin à la petite bagarre, les détenus étant tous renvoyés dans leurs cellules respectives en détention ordinaire. Mais le directeur Vincent Mancusi voulait que les 2 premiers détenus fautifs, Leroy Dewar et Ray Lemoire, soient placés à l'isolement. Cependant, lorsque les gardiens sont arrivés pour emmener Dewar et Lemoire, la situation est devenue hostile. Un détenu, William Ortiz, a frappé l'un des agents avec une boîte de soupe. En conséquence, Ortiz a été immédiatement confiné dans sa cellule. Au matin du 9 septembre, les tensions étaient déjà vives et les agents responsables ont refusé de dire aux détenus ce qui était arrivé à Ortiz lorsqu'il avait été emmené. Pendant le petit déjeuner, plusieurs détenus de la 5e compagnie ont réussi à faire sortir Ortiz de sa cellule en cachette et à l'emmener avec eux au réfectoire. Quand les gardiens ont compris la situation, ils ont paniqué. Les prisonniers ont été renvoyés en urgence dans leurs cellules. C'est alors que quelque chose a mal tourné. Suite à une mauvaise communication, les portes de la cour ont été verrouillées avant que tous les gardiens soient informés de ce qui se passait. Beaucoup d'entre eux se sont retrouvés enfermés avec les détenus. Craignant de bientôt subir les représailles punitives qui étaient devenues la norme dans la prison, les détenus se sont révoltés. Ce qui a suivi n'était pas une révolte planifiée. C'était la peur qui se propageait, le résultat final de la brutalité et de l'intimidation sur lesquels les gardiens d'Attica prospéraient. Certains détenus ont attaqué les gardiens tandis que d'autres se sont enfuis. D'autres encore ont essayé de se cacher ou de se barricader pour échapper au chaos. La confusion s'est propagée plus vite qu'aucun ordre n'aurait pu la maîtriser. Et en quelques heures, Attica n'était plus sous le contrôle de l'État. À midi, 1281 des 2200 détenus d'Attica contrôlaient près de la moitié de l'établissement, prenant le contrôle et gardant le contrôle de la cour D et du centre de contrôle.
42 agents pénitentiaires et employés civils ont été pris en otage, et plusieurs gardiens ont été grièvement blessés. L'un d'eux, l'agent William Quinn, mourait 2 jours plus tard de ses blessures. L'autre moitié de la prison était occupée par les gardiens et la police. Les choses allaient bientôt mal tourner. Pendant que l'État plaçait des tireurs d'élite dans les miradors entourant la cour, les prisonniers commencèrent à s'organiser, élisant des représentants et établissant des règles. Ils ont aussi attribué des rôles pour la défense, la négociation, l'assainissement et les soins médicaux. Frank Big Blacksmith, un homme imposant, à la voix douce, incarcéré pour vol, fut nommé chef de la sécurité. Avant l'émeute, Smith gérait la blanchisserie et entraînait l'équipe de football de la prison. Pendant l'émeute, cependant, son rôle était de protéger les otages et de s'assurer qu'aucun détenu ne leur fasse de mal. Et Smith a pris ce rôle très au sérieux, s'interposant souvent physiquement avec plusieurs de ses anciens joueurs de football entre les prisonniers en colère et les gardiens terrifiés. Elliot James L.D. Barclay est devenu un porte-parole officieux. Charismatique, éloquent et politiquement conscient, Barclay comprenait que ce moment, aussi fragile soit-il, était le seul levier que les détenus auraient jamais. Barclay était en liberté conditionnelle pour avoir encaissé un mandat falsifié lorsqu'il a été arrêté pour conduite sans permis. Cette violation de liberté conditionnelle pour une infraction non violente a finalement conduit à une peine de prison à Attica. Bien qu'il ne lui restait que quelques jours avant sa libération lors de l'émeute, Barclay a soutenu ses codétenus et accepté de parler aux gardiens et à la presse. Plusieurs détenus musulmans noirs ont également joué un rôle crucial, formant des cercles de protection autour des otages et imposant la discipline. Ils comprenaient, peut-être mieux que quiconque, que l'État attendait une excuse pour les anéantir. Les conditions à l'intérieur de la cour étaient difficiles mais maîtrisées. Les détenus partagèrent la nourriture et s'occupaient des blessés. Ils ont essayé de maintenir l'ordre malgré la peur qu'un assaut soit inévitable. À l'extérieur des murs, l'État préparait sa réponse. Les négociations ont commencé dès l'arrivée du commissaire des services correctionnels, Russell Oswald. Les détenus ont présenté une liste de revendications pas radicales, simplement humaines. Ils voulaient des soins médicaux adéquats, ainsi que la même liberté religieuse et l'accès à l'éducation que dans d'autres prisons. Ils ne voulaient pas être traités comme des animaux ou comme un simple tremplin politique. Oswald a accepté la plupart des revendications, mais il y en avait une qu'il a catégoriquement refusée. L'amnistie pour les actes commis pendant l'émeute. Pour les détenus, c'était non négociable. Sans amnistie, toute reddition signifierait des années de représailles, d'accusations fabriquées et de représailles silencieuses. Ils savaient comment le système fonctionnait. Ils savaient que les promesses s'évaporaient dès que les portes se refermaient. Oswald les a avertis que si les otages n'étaient pas libérés, l'État reprendrait la prison par la force. Les détenus, cependant, ne croyaient pas qu'il irait vraiment jusqu'à le faire à cause du danger. Non seulement pour les détenus, mais aussi pour les otages. Ce sont de petits espaces et le gouvernement de l'État de New York avait déjà fait venir une armée composée de plusieurs forces de police et de la garde nationale. Les prisonniers pensaient qu'une attaque avec des armes entièrement automatiques serait impossible. Ils avaient tort. Alors que les négociations étaient au point mort, les détenus savaient qu'un assaut allait avoir lieu et ils ont tenté de se défendre du mieux possible. Ils ont creusé de petites tranchées défensives dans la cour et électrifié les grilles à mâts métalliques avec des fils récupérés. 8 surveillants pénitentiaires ont été amenés sur la passerelle au-dessus du centre de commandement, encerclés par des détenus armés dans une sinistre tentative de faire pression. C'était un message adressé à l'État. Si vous nous tuez, ils mourront aussi. Mais ce n'était pas une menace née de la cruauté, c'était du désespoir. Le 13 septembre 1971, le gouverneur Nelson Rockefeller a refusé de venir lui-même à la prison ou de poursuivre les négociations. À la place, il a donné l'ordre de reprendre Attica par la force, un ordre dont tous les concernés savaient qu'il finirait dans la violence. Finalement, à 9h46, les agents de la police de l'État, les agents pénitentiaires et les membres de la garde nationale ont lancé leur assaut. Des gaz lacrymogènes ont inondé la cour, aveuglant et suffoquant tout le monde en dessous, otages comme détenus. La visibilité est tombée à presque zéro juste au moment où les tirs ont commencé. Les agents de la police de l'État ont tiré sans discernement dans la fumée. Fusils de chasse, carabines, pistolets,
Plus de 2000 coups de feu ont été tirés en moins de 15 minutes contre les couteaux et les matraques artisanaux des détenus. Certains hommes criaient et suppliaient, tandis que d'autres tentaient de fuir ou de supplier les soldats qui avançaient. Pendant ce temps, les otages, attachés et allongés au sol, étaient touchés par des balles perdues. Quand tout fut terminé, la cour était jonchée de morts et de mourants. 29 détenus étaient morts, 10 otages étaient morts et environ 129 personnes avaient été touchées par balle lors d'un assaut qui n'avait duré que moins de 30 minutes. Mais il est important de noter que les détenus n'ont tué personne. Chaque personne tuée pendant l'assaut est morte des tirs effectués par un employé du gouvernement. Plusieurs détenus ont témoigné que les meneurs de l'émeute avaient été exécutés après leur reddition. L.D. Barclay, par exemple, a été abattu dans le dos et tué après que les soldats l'ont recherché spécifiquement. Pendant ce temps, les responsables de l'État sont passés à la télévision et ont menti, déclarant à la presse que les détenus avaient égorgé les otages morts. Ils ont montré des images choquantes pour renforcer cette affirmation, et ce récit a brièvement fait son chemin. 24 heures plus tard, les autopsies ont révélé la vérité. Les otages avaient tous été tués par des tirs lors de l'assaut. Il a finalement été révélé que les répercussions de l'assaut étaient des vectives cruelles et inhumaines. Les détenus étaient déshabillés et forcés de traverser ce que les gardiens appelaient un « haie de coups », où les gardiens étaient alignés de chaque côté, criant des insultes et frappant les détenus au passage. Il y a également eu des allégations d'abus sexuels et d'humiliation. L'opinion publique a changé radicalement. Les Américains ont vu des images de prisonniers couverts de sang et ont entendu des témoignages sur les conditions à Attica. Ils ont vu des hommes qui avaient essayé, aussi imparfaitement soit-il, d'affirmer leur humanité avant d'être anéantis pour cela. John Lennon et Yoko Ono ont écrit une chanson qui refusait de laisser l'émeute tomber dans l'oubli. Les militants se sont mobilisés et des poursuites judiciaires ont suivi. Des années plus tard, l'État de New York verserait des millions en indemnités aux survivants et aux familles des victimes, sans jamais reconnaître officiellement sa faute. Quelques réformes ont suivi et la surveillance s'est légèrement améliorée. Les conditions ont changé, lentement et de manière inégale. Mais la leçon d'Attica est restée. Lorsqu'un système est fondé sur la cruauté, il se heurtera à une résistance. Et lorsque le pouvoir répond à la résistance par une violence écrasante, il révèle quelque chose de bien plus accablant que le désordre. Cela révèle que le système est davantage guidé par la peur que par la justice. Et sur ce point, nous cédons la parole au grand Al Pacino. Attica. Alors, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que vous auriez survécu à l'émeute de la prison d'Attica? Donnez votre avis en commentaire et découvrez d'autres vidéos de Weird History.